Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 12. Le désert côté bord d'Alcali est coupé en deux parties égales par le fleuve Tsor, objet de fameux mythes et mensonges qui s'insère dans le paysage brun comme un long passage descriptif ponctué de bancs de sable. Chaque banc de sable est couvert de souches cuites au soleil et la plupart des souches sont de l'espèce pourvue de dents. La plupart des souches ouvrirent donc un œil paresseux au bruit de barbotage en amont et soudain, la plupart des souches eurent des pattes. Une dizaine de corps écailleux se glissèrent dans les eaux bourbeuses qui se refermèrent sur eux. Le fleuve sombre resta imperturbable, en dehors de quelques rides sans importance en forme de V. Le bagage pataugeait tranquillement vers l'aval. L'eau le soulageait, et il se sentait un peu mieux. Il tournoyait doucement dans le faible courant, centre d'attention de plusieurs petits remous mystérieux qui fendaient la surface du Tsor. Les rides convergèrent. Le bagage eut une secousse. Son couvercle s'ouvrit à la volée. Il coula comme une pierre sur un bref grincement de désespoir. Les eaux chocolat du Tsor se refermèrent à nouveau. Elles devenaient très fortes à ce jeu-là. Et la tour de la sorcellerie domina Alcali comme un immense et beau champignon, de ce qu'on voit dans les livres flanqués d'un petit symbole représentant un crâne sur deux tibias croisés. Les gardes du sérif s'étaient défendus, mais on voyait désormais beaucoup de grenouilles et de tritons au pied de la tour. Ceux-là avaient eu de la chance. Il leur restait des bras et des pattes, si on veut aller par là, et la plupart des organes essentiels à l'intérieur. La cité succombait au charme irrésistible de la sorcellerie. Certains des bâtiments les plus proches de la tour viraient déjà au marbre blanc miroitant qui avait visiblement la faveur des mages. Le trio regardait par une brèche dans le mur du palais. « Très impressionnant », fit Conina en connaisseuse. « Vos mages sont plus puissants que je ne croyais. » « Pas mes mages, » dit Rincevent. « Je ne sais pas à qui ils sont, ces mages-là. Je n'aime pas ça. Les mages que moi, je connaissais, ils n'arrivaient pas à faire tenir deux briques l'une sur l'autre. »« Ça ne me plaît pas, cette idée de mages qui veulent tout régenter, » dit Nigel. « Évidemment, en tant que héros, je suis philosophiquement contre la notion même de magie, quelle qu'elle soit. Le jour viendra où... » Ses yeux se ternirent légèrement, comme s'il essayait de se rappeler quelque chose. « Le jour viendra où toute magie aura disparu de la face du monde et où les fils bref, où on aura un peu plus de sens pratique, » termina-t-il maladroitement. « T'as lu ça dans un livre, pas vrai ?» dit Rincevent avec aigreur. « Une histoire de Jahar encore. »« Là, il a raison. » remarqua Conina. « Je n'ai rien contre les mages, mais on ne peut pas dire qu'ils servent à grand-chose. Ils sont décoratifs, sans plus. Enfin, ils l'étaient, jusqu'à aujourd'hui. » Rincevent ôta son chapeau. Cabossé, taché, couvert de poussière rocheuse, il lui manquait des bouts. La pointe était pliée et l'étoile semait ses paillettes comme du pollen. Mais le mot mage, M-A-J-E, restait encore lisible sous la saleté. « Vous voyez ça ?» demanda-t-il, la figure toute rouge. « Vous le voyez, hein? Qu'est-ce que ça vous dit ?»« Que vous faites des fautes d'orthographe, » répondit Nigel. « Quoi? Non, je suis mage, voilà ce que ça dit. 20 ans de bourdon, et j'en suis fier. J'ai fait mon temps, oui, Je me suis présenté à des dizaines d'examens. Si on me mettait tous les sortilèges que j'ai lus les uns sur les autres, ça en ferait beaucoup. » « Oui, mais... »
commença Conina. « Oui, vous ne le réussissez pas très bien, hein ?» Rincevent lui jeta un regard fulminant. Il s'efforça de trouver quoi répondre et une petite zone réceptrice s'ouvrit dans son cerveau au moment même où une particule d'inspiration, dont un trillion d'événements fortuits avaient gauchi et dévié la trajectoire, plongeait dans l'atmosphère en hurlant pour exploser silencieusement exactement là où il fallait. « Le talent caractérise ce qu'on fait, » dit-il. « Je ne caractérise pas ce qu'on est. Tout au fond de soi, j'entends. Quand on sait ce qu'on est, on peut tout faire. » Il réfléchit encore un peu et ajouta. « C'est ce qui rend les sorceliers si puissants. L'important, c'est de savoir ce qu'on est réellement. » Suivit une pause lourde de philosophie. « Rincevent ?» dit gentiment Conina. Fit le mage qui se demandait encore comment les mots lui étaient venus dans la tête. « Vous êtes vraiment un idiot, vous le savez ?»« Pas un geste, vous trois. » Abrim le vizir sortit d'un porche en ruine. Il portait le chapeau de l'archi-chancelier. Le désert rissolait sous les feux du soleil. Rien ne bougeait en dehors de l'air miroitant, aussi chaud qu'un volcan amoureux, aussi sec qu'un vieux crâne. Un basilic haletait, étendu dans l'ombre cuisante d'un rocher, dégouttant de bave jaune corrosive. Depuis 5 minutes, ses oreilles détectaient le faible martèlement de centaines de pattes qui escaladaient maladroitement les dunes. Apparemment, le dîner était en route. Il scilla des yeux légendaires et déroula 6 mètres de corps affamé pour se tortiller sur le sable comme une mort ondoyante. Le bagage s'arrêta tant bien que mal et leva son couvercle d'un air menaçant. Le basilic siffla, mais sans grande conviction parce qu'il n'avait encore jamais vu le coffre ambulant, surtout avec toute une collection de dents d'alligator plantées dans le couvercle. Des lambeaux de peau façon cuir adhéraient encore à son bois, comme s'il sortait d'une bagarre dans une usine de sacs à main, et le basilic avait l'impression, même sachant parler, il n'aurait pas pu l'expliquer, qu'il le regardait méchamment. « D'accord, songea le reptile, si tu veux jouer à ce petit jeu. » Il dirigea sur le bagage un regard comme une fourreuse à pointe de diamant, un regard qui se faufilait prestement par les pupilles de la victime et cinglait le cerveau de l'intérieur, un regard qui déchirait les frêles voilages aux fenêtres de l'âme, un regard qui... Le basilic s'aperçut de quelque chose qui tournait pas rond du tout. Une sensation entièrement nouvelle et désagréable naquit juste derrière ses yeux en soucoupe. D'abord faible, comme la petite démangeaison dans ces quelques centimètres carrés de dos que toutes les contorsions du monde ne permettent pas de gratter, elle grandit jusqu'à devenir un deuxième soleil intérieur chauffé de rouge. Le basilic éprouvait le besoin horrible, pressant, impérieux, irrépressible de cligner des yeux. Il eut une réaction incroyablement imprudente. Il cligna des yeux. « Il parle à travers le chapeau, » dit Rincevent. « Hein ?» fit Nigel qui commençait à s'apercevoir que le monde du héros barbare n'était pas celui clair et net qu'il imaginait à l'époque où il n'avait rien accompli de plus passionnant que mettre des panais en tas. « Le chapeau parle à travers lui, vous voulez dire, » rectifia Conina, et elle recula aussi, comme en présence d'une horreur. « Hein ? Je ne vous ferai aucun mal. Vous m'avez bien aidé, » dit Abrim qui s'avança, les mains tendues. « Mais vous avez raison. Il a cru y gagner en pouvoir en me portant.
Bien sûr, c'est le contraire qui s'est produit. Un esprit étonnamment tortueux et malin. Alors, vous avez essayé son crâne pour voir si c'était la bonne pointure ? Fit Rincevent. Il frissonna. Il l'avait porté, lui, le chapeau. À l'évidence, il n'avait pas l'esprit adéquat. Abrim, si. Et maintenant, il avait les yeux gris et ternes, la peau blême, et il marchait comme si son corps lui pendait sous la tête. Nigel avait sorti son livre et feuilletait fébrilement les pages. « Qu'est-ce que vous faites, vous » demanda Conina sans quitter des yeux la silhouette spectrale. « Je consulte l'index des monstres errants, » répondit Nigel. « Vous croyez que c'est un non-mort ? Ils sont drôlement durs à tuer, il faut de l'ail et... »« Celui-là, vous ne trouverez rien là-dedans, » dit lentement Rincevent. « C'est un chapeau-garou. »« Évidemment, c'est peut-être un zombie, » poursuivit Nigel qui faisait courir son doigt le long d'une page. « On dit ici qu'il faut du poivre noir et du sel marin, mais... on est censé se battre contre eux, pas les manger, » remarqua Conina. « Je peux me servir de cet esprit, » dit le chapeau. « Maintenant, je peux me défendre. Je vais ranimer la magie. Il y a place que pour une seule magie dans ce monde, et c'est moi qui l'incarne. Sorcellerie, prends garde. »« Oh non !» fit Rincevent tout bas. « La magie a beaucoup appris au cours des 20 derniers siècles. On peut venir à bout de cette arriviste de sorcellerie. Vous allez me suivre, vous trois. » Ce n'était pas une requête, même pas un ordre, plutôt une prévision. La voix du chapeau parvenait directement au cerveau postérieur sans prendre la peine de passer par la conscience, et les jambes de Rincevent se mirent en branle de leur propre chef. Les deux autres eurent à leur tour une secousse et s'avancèrent de cette démarche saccadée de marionnettes qui donnait à penser qu'eux aussi obéissaient à des fils invisibles. « Pourquoi ? » ?»« Oh non !» demanda Conina. « Enfin, les mots « oh non », je les comprends, mais est-ce que vous aviez une raison précise pour dire ça ? » ?»« À la première occasion, on se carapate, » fit Rincevent. « Vous avez une idée où elle est ? » ?»« Ça n'a sans doute pas d'importance, on est fichu de toute façon. »« Pourquoi ? » fit Nigel. « Ben, » répondit Rincevent, « vous avez déjà entendu parler des guerres thaumaturgiques ? » Des tas de choses sur le disque devaient leur origine aux guerres thaumaturgiques. Le poirier savant était de celle-là. L'arbre original était probablement tout à fait normal et passait ses jours à boire l'eau de la terre et à manger la lumière du soleil dans un état d'ignorance béate. Puis les guerres magiques avaient éclaté tout autour et doté d'un coup ces gènes d'une perspicacité aiguë. Elles l'affligèrent aussi d'un mauvais caractère, comme qui dirait bien enraciné. Mais le poirier savant s'en tirait à bon compte. Autrefois, quand la magie ambiante du disque était jeune, forte et qu'elle sautait sur le monde à la première occasion, les mages étaient aussi puissants que les sorceliers et bâtissaient leur tour sur la moindre colline. Mais s'il est une chose qu'un mage ne peut supporter, c'est un autre mage. D'instinct, son sens de la diplomatie lui fait jeter un sort au collègue jusqu'à ce qu'il s'embrase avant de l'expédier d'une malédiction dans les ténèbres. Ce qui ne pouvait avoir qu'une conséquence. En un mot. D'accord. En deux. Bon, en trois. Guerre. Thaumaturgique. Totale. Et il n'était bien sûr pas question d'alliance, de camp, de négociation, de trêve, de pitié. Les cieux se tire-bouchonnaient, les mers bouillonnaient. Les sifflements et hurlements des boules de feu changeaient la nuit en jour,
ce qui tombait bien parce que les nuages de fumée noire qui s'ensuivaient changeaient le jour en nuit. Le paysage se soulevait et retombait comme une couette de lune de miel. Le tissu même de l'espace se retrouvait avec des nœuds multidimensionnels et encaissait des coups de battoir sur une pierre plate au bord de la rivière du temps. Par exemple, un sortilège populaire à l'époque, du nom de compresseur temporel de Pélépèle, produisit en une occasion une race de reptiles géants qui naquit, évolua, se répandit, prospéra et disparut en l'espace de 5 minutes, ne laissant que des os dans le sous-sol pour mieux fourvoyer les générations futures. Les arbres nageaient, les poissons marchaient, les montagnes descendaient l'air de rien dans les magasins pour s'acheter un paquet de cigarettes, et la mutabilité des espèces était telle que les gens prudents avaient pour premier réflexe, quand ils se réveillaient le matin, de se compter les bras et les jambes. Là résidait en vérité le problème. Tous les mages étaient à peu près de forces égales et s'enfermaient quoi qu'il arrive dans une haute tour bien protégée par des sortilèges. Aussi, la plupart des armes magiques rebondissaient-elles pour retomber sur le menu peuple, lequel s'échinait à tirer une subsistance décente d'une terre désormais provisoire et menait une vie ordinaire et respectable, quoique brève. Mais les combats continuaient de faire rage. Ils martyrisaient la structure ordonnée de l'univers lui-même, sapaient les murs de la réalité et menaçaient de faire basculer tout l'édifice branlant du temps et de l'espace dans les ténèbres des dimensions de la basse fosse. Une légende disait que les dieux étaient intervenus, mais les dieux se mêlent rarement des affaires humaines à moins que ça les amuse. Une autre, c'était d'ailleurs celle que les mages eux-mêmes entretenaient et qu'ils avaient consignée dans leurs livres, une autre donc disait que les mages s'étaient réunis et avaient amicalement oublié leurs différends pour le bien de l'humanité. Version la plus communément admise, quoique intrinsèquement aussi plausible qu'un gilet de sauvetage en plomb. La vérité ne se couche pas aisément sur le papier. Dans la baignoire de l'histoire, elle est plus difficile à tenir que le savon, et bien plus difficile encore à trouver. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Conina. « Sans importance, » répondit un rincevant lugubre. « Tout va recommencer. Je le sens, j'ai un instinct pour ça. Il y a trop de magie à circuler dans le monde. Il va y avoir une guerre horrible. Elle arrive. Le disque est trop vieux pour s'en remettre cette fois-ci. Il est trop usé, jusqu'à la corde. La fatalité, les ténèbres et la destruction s'abattent sur nous. L'apocalypse est proche. La mort est partout, ajouta obligeamment Nigel. Quoi ? Fit sèchement Rincevant en colère d'avoir été interrompu. J'ai dit, la mort est partout, répéta Nigel. Tant qu'il est ailleurs, je m'en fiche, dit Rincevant. Ailleurs, il n'y a que des étrangers. C'est par ici que je ne suis pas pressé de le voir. Ce n'est qu'une métaphore, dit Conina. C'est ce que vous croyez, je l'ai déjà vu. À quoi il ressemblait ? Voulut savoir Nigel. Disons que... Oui, il n'avait pas besoin d'être coiffeur. Le soleil était à présent une lampe à souder accrochée au ciel, et la seule différence entre le sable et des braises fines, c'était la couleur. Le bagage cheminait en zigzag à travers les dunes brûlantes. Quelques traces de bave jaune lui séchaient rapidement sur le couvercle. Le petit rectangle solitaire était observé depuis un pic rocher de la forme et de la température d'une brique réfractaire par une chimère. La chimère appartient à une espèce extrêmement rare et celle-ci n'allait rien faire pour arranger la situation. Elle choisit l'instant avec soin,
donna une poussée de ses serres, déploya ses ailes parcheminées et fondit vers sa victime. La technique de la chimère consiste à plonger en piqué sur sa proie, la griller légèrement de son souffle ardent, puis virer pour revenir déchiqueter son dîner à belles dents. Le programme cuisson se déroula sans accroche, mais au moment où la créature s'attendait, par expérience, à tomber sur une victime à demi morte et terrifiée, elle se retrouva par terre sur la trajectoire d'un bagage roussi et furieux. Le bagage bouillait, mais de rage. Il venait de passer plusieurs heures avec une migraine durant lesquelles le monde entier, semblait-il, lui avait cherché noise. Il en avait ras les charnières. Après avoir piétiné et réduit l'infortunée chimère à l'état de flaque de gras sur le sable, il s'accorda une pause et parut réfléchir à son avenir. Il devenait clair que c'était beaucoup plus dur qu'il n'avait cru de n'appartenir à personne. Il lui revenait de vagues souvenirs réconfortants de services rendus et de garde-robe bien à lui. Il fit très lentement demi-tour en s'arrêtant souvent pour ouvrir son couvercle. Peut-être humait-il l'air s'il avait un nez. Enfin, une décision s'imposa dans son esprit, s'il avait un esprit. Le chapeau et son porteur se dirigeaient d'un pas résolu vers le pied de la tour de la sorcellerie, parmi les décombres de ce qui avait été le légendaire Roxy. Une escorte disséminée les suivait malgré elle. Il y avait des portes en bas de la tour. Contrairement à celles de l'université invisible, qu'on laissait volontiers grandes ouvertes, elles étaient hermétiquement fermées. On aurait dit qu'elles rougeoyaient. « Vous avez le privilège de vivre un moment historique », dit le chapeau par la bouche flasque d'Abrim. « L'heure est venue où la magie cesse de fuir. » Il jeta un regard méprisant à Rincevent. « Et passe à l'attaque. Vous vous en souviendrez jusqu'à la fin de vos jours. »« Jusqu'au déjeuner, c'est ça ?» fit Rincevent d'une voix faible. « Regardez bien, » dit Abrim. Il tendit les mains. « À la première occasion, » chuchota Rincevent à Nigel, « on se carapate, d'accord ?»« Où ça ?»« D'ici, » répondit Rincevent. « Le mot important, c'est d'ici. »« Cet homme-là, il ne m'inspire pas confiance, » dit Nigel. « Je m'efforce de ne pas juger d'après les premières impressions, mais je crois vraiment qu'il mijote un mauvais coup. » « Il t'a fait jeter dans la fosse aux serpents. » J'aurais peut-être dû comprendre. Le vizir se mit à marmonner. Même Rincevent, dont les rares talents incluaient un don pour les langues, ne reconnut pas celle-là, mais elle avait l'air spécialement conçue pour être marmonnée. Les mots se recourbèrent comme des faux à hauteur des chevilles, sinistres, rouges, impitoyables. Ils décrivirent des tourbillons alambiqués, puis dérivèrent doucement vers les portes de la tour. Ils touchèrent le marbre blanc qui noircit et se désagrégea. Alors que tombaient les derniers morceaux, un mage enjamba la brèche et toisa Abrim. Rincevent avait l'habitude des tenues de mage, mais ce mage-là était réellement impressionnant dans sa robe aux plis et fronces incroyables, tellement matelassée, crénelée, étayée que seul un architecte aurait pu la concevoir. Le chapeau assorti ressemblait à une pièce montée qui aurait percuté de plein fouet un arbre de Noël. Quant à la figure qui regardait par l'espace encore libre entre le col rococo et la frange filigranée du bord du chapeau, elle exprimait une certaine déception. Quelque temps plus tôt, elle avait cru qu'une moustache miteuse et clairsemée la mettait en valeur. Elle avait eu tort. « C'était l'autre porte, merde !» dit-elle. « Ça, tu vas le regretter !» Abrim croisa les bras, ce qui parut mettre l'autre mage hors de lui. Il leva les siens au ciel,
démêla ses mains de la dentelle et de ses manches et décrocha un jet de feu hurlant qui fendit l'espace. Le feu frappa le vizir à la poitrine et rebondit en une tache incandescente. Lorsque les images bleues persistantes disparurent de sa rétine, Rincevent vit Abrim indemne. Son adversaire se tapota frénétiquement pour éteindre les derniers petits feux de ses vêtements et releva la tête, le meurtre dans les yeux. « Tu n'as pas l'air de comprendre, » grinça-t-il. « C'est à la sorcellerie que tu t'adresses maintenant. Tu ne peux pas te battre contre la sorcellerie. »« Je peux me servir de la sorcellerie, » dit Abrim. Le mage gronda et lança une boule de feu qui éclata, inoffensive, à plusieurs centimètres du sourire terrible du vizir. Une expression de profond étonnement passa sur la figure de l'autre. Il essaya encore, expédia des traits de magie portés au bleu qui fusèrent de l'infini droit sur le cœur d'Abrim. Abrim les écarta du geste. « Ton choix est simple, » dit-il. « Tu te joins à moi ou tu meurs. » C'est à cet instant que Rincevent prit conscience d'un frottement régulier tout près de son oreille. Un frottement qui rendait un son métallique désagréable. Il se retourna à demi et ressentit le picotement déplaisant du temps qui ralentissait autour de lui. La mort arrêta de passer sa pierre aiguisée sur le fil de sa faux et lui adressa de la tête un signe de reconnaissance, comme entre deux professionnels. Il porta un doigt osseux à ses lèvres, ou plutôt où ses lèvres se seraient trouvées s'il en avait eu. Tous les mages voient la mort, mais ils n'en ont pas forcément envie. Il y eut un blop dans les oreilles de Rincevent et le spectre disparut. Abrim et son rival étaient entourés d'une couronne de magie perdue qui n'avait à l'évidence aucun effet sur le vizir. Rincevent revint dans le monde des vivants juste à temps pour voir Abrim tendre les bras et saisir l'homme par son col d'un goût douteux. « Tu ne peux pas me battre, » dit-il de la voix du chapeau. « J'ai 2000 ans de pouvoir à mon service. Je peux tirer mon pouvoir du tien. Soumets-toi ou tu n'auras même pas le temps de le regretter. » Le mage se débattit et malheureusement laissa la fierté l'emporter sur la prudence. « Jamais !» dit-il. « Alors meurs, suggéra Abrim. Rincevent avait assisté à nombre de phénomènes étranges au cours de sa vie, la plupart du temps à contre-cœur, mais il n'avait jamais réellement vu la magie tuer. Les mages ne tuent pas les gens du peuple parce que A. Ils font rarement attention à eux. B. Ce n'est pas très chic. C. Et puis qui s'occuperait de la cuisine, des cultures vivrières et tout? D'un autre côté, il est quasiment impossible de tuer un confrère par la magie à cause des couches de sortilèges protecteurs que tout mage avisé maintient en permanence autour de sa personne. La première chose qu'apprend un jeune mage à l'université invisible, en dehors de l'emplacement de sa patère et du chemin pour se rendre aux toilettes, c'est qu'il faut se protéger en permanence. Certains croient à de la paranoïa, mais ils se trompent. Les paranoïaques se contentent de penser que tout le monde veut leur perte. Les mages, eux, le savent. Le petit mage avait l'équivalent psychique de 90 cm d'acier trempé qui fondirent comme beurre sous chalumeau, puis qui ruisselèrent, s'évanouirent. S'il existe des mots pour décrire ce qu'il advint ensuite du personnage, alors ils sont enfermés dans un dictionnaire délirant à la bibliothèque de l'université invisible. Peut-être vaut-il mieux laisser opérer l'imagination, sauf que pour imaginer l'espèce de forme que Rincevent vit se tortiller durant quelques secondes douloureuses, puis disparaître miséricordieusement, il faut être candidat à la fameuse veste de toile blanche avec manches longues en option. « Ainsi périssent les ennemis, » dit Abrim.
Il leva la tête vers les hauteurs de la tour. « Je vous défie, reprit-il. Et ceux qui ne m'affronteront pas devront me suivre, selon la tradition. » Il y eut une longue pause, lourde du tas de gens qui écoutaient de toutes leurs oreilles. Du sommet de la tour, une voix hésitante finit par laisser tomber. « Où ça, dans la tradition ?»« J'incarne la tradition. » On entendit des murmures au loin, puis la même voix lança. « La tradition est morte. La sorcellerie est au-dessus de la trad... » La phrase s'acheva en un hurlement. Abrim avait levé la main gauche et projeté un mince faisceau de lumière verte dans la direction précise de la voix. C'est à peu près à cet instant que Rincevent s'aperçut qu'il pouvait remuer ses membres tout seul. Le chapeau ne s'occupait provisoirement plus d'eux. Il jeta un regard en coin à Conina. Sans un mot, d'un commun accord immédiat, ils attrapèrent chacun un bras de Nigel, firent demi-tour, prirent leurs jambes à leur cou et ne s'arrêtèrent qu'après avoir mis plusieurs murs entre eux et la tour. Rincevent s'attendait à tout moment à recevoir un projectile derrière le crâne. Le monde, peut-être. Les 3 fuyards atterrirent dans des gravats et restèrent allongés, hors d'haleine. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » marmonna Nigel. « Juste quand j'allais m'occuper de lui sérieusement, comment je vais pouvoir ?» Il y eut une explosion derrière eux. Des rayons de feu multicolores passèrent en hurlant au-dessus de leurs têtes et firent jaillir des étincelles de la maçonnerie. Puis un bruit comme un monstrueux bouchon qu'on aurait extrait d'une petite bouteille, suivi d'un éclat de rire qui, par certains côtés, n'avait rien d'amusant. Le sol trembla. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Conina. « Guerre magique, » répondit Rincevent. « C'est bon, ça ?»« Non. »« Mais vous voulez quand même que la magie triomphe ?» fit Nigel. Rincevent haussa les épaules et se baissa tandis que quelque chose d'invisible et de volumineux vrombissait au-dessus d'eux comme un vol de perdrix. « Je n'ai jamais vu de mage se battre, » dit Nigel. Il se mit à gravir les décombres et hurla quand Conina lui saisit la jambe. « Je ne crois pas que ce serait une bonne idée, » fit-elle. « Rincevent ?» Le mage fit un nom funèbre de la tête et ramassa une pierre. Il la lança au-dessus du mur en ruine, où elle se changea en petite théière bleue. Elle se brisa en miettes en retombant par terre. « Les sortilèges réagissent les uns aux autres, » remarqua-t-il. « Impossible de dire ce qu'il en sortira. »« Mais on est à l'abri derrière ce mur, » dit Conina. Rincevent se dérida un peu. « Ah bon ?» fit-il. « Je vous le demande. »« Oh, non, je crois pas. C'est de la pierre ordinaire, le sortilège approprié et... Pfft ! Pfft ! Voilà. On se carapate encore ? Ça vaut le coup d'essayer. » Ils atteignirent un autre mur encore debout quelques secondes avant qu'une boule de feu, perdue et crachotante, s'abatte là où ils s'étaient couchés et transforme le terrain en une horreur. Tout le secteur de la tour baignait dans une tornade scintillante. « Il nous faut un plan, » dit Nigel. « On pourrait encore essayer de se carapater, » suggéra Rincevent. « Ça ne résout rien. »« Ça résout presque tout. » « Jusqu'où faut-il aller pour être à l'abri ?» demanda Conina. Rincevent risqua un coup d'œil à l'angle du mur. « Une question philosophique intéressante, » dit-il. « Je suis allé loin et je n'ai jamais été à l'abri. » Conina soupira et regarda un tas de gravats voisins. Elle le regarda mieux. Il y avait quelque chose de bizarre et elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « Je pourrais me jeter sur eux, » fit distraitement Nigel. Ses yeux pleins de désir ne quittaient pas le dos de Conina. « Marcherait pas, » dit Rincevent. « Rien ne marche contre la magie, sauf une magie plus forte. Et la seule chose qui vient à bout d'une magie plus forte, c'est une magie encore plus forte.
Et après, pfft, suggéra Nigel. C'est déjà arrivé. Ça a duré des milliers d'années, jusqu'à ce qu'il y ait plus... Vous savez ce qu'il y a de bizarre, ce tas de cailloux demanda Conina. Rincevant lui jeta un coup d'œil. Il plissa les yeux. Quoi donc, en dehors des jambes fit-il. Il leur fallut plusieurs minutes pour dégager le sérif. Il tenait encore une bouteille de vin, presque vide. Il cligna des paupières à leur vue, l'air de les reconnaître. « Corset !» dit-il, avant d'ajouter avec effort. « Ce millésime a l'impression, continua-t-il, de recevoir le palais sur la tête. »« Oh, vous l'avez reçu, dit Rincevant. »« Ah, c'est ça alors. » Créosote se concentra sur Conina, après plusieurs essais, et tangua en arrière. « Oh, ma parole, fit-il, encore la jeune dame, très impressionnante. »« Dites donc, commença Nigel. »« Vos cheveux, dit le sérif qui se redressa pour tanguer lentement en avant, sont un troupeau de chèvres broutant sur les flancs du mont Gébra. Et là, vos seins sont... Le sérif tangua un peu de côté et lança un bref regard désolé à la bouteille vide. Sont les melons parés de bijoux de jardin fabuleux de l'aurore. Les yeux de Conina s'agrandirent. C'est vrai dit-elle. Non, fit le sérif. Oh, ça m'étonnerait. Je reconnais des melons parés de bijoux quand j'en vois. Deux blanches biches dans les prairies au bord de l'eau sont vos cuisses qui... Excusez-moi, fit Nigel qui se racla délibérément la gorge. Créosote tangua dans sa direction. Fit-il. Là d'où je viens, dit Nigel avec froideur, on ne parle pas aux dames comme ça. Conina soupira tandis que Nigel se glissait d'un air protecteur devant elle. C'était, se dit la jeune fille, on ne peut plus vrai. D'ailleurs, continua-t-il en projetant le plus loin possible un menton qui parut toujours aussi absent, j'ai drôlement envie de m'en aller, le coupa Rincevant qui fit un pas en avant. Monsieur, sire, il faut qu'on sorte d'ici. J'imagine que vous ne savez pas de quel côté partir. Des milliers de pièces dans le palais, vous savez, fit le sérif. Pas sorti depuis des années. Il eut un hoquet. Oh, des décennies, des éons. Jamais sorti, à vrai dire. Sa figure prit une teinte vitreuse sous le coup d'un élan créatif. L'oiseau du temps n'a que peu de chemin à parcourir et voyez, l'oiseau se tient sur ses pattes. Oh, c'est un jard, marmonna Rincevant. Créosote tangua de son côté. C'est Abrime qui dirige tout, vous savez, un boulot très dur. Pour l'instant, dit Rincevant, il ne fait pas du très bon boulot. Et on aimerait bien, comme qui dirait, nous en aller, intervint Conina qui se repassait encore dans la tête la phrase sur les chèvres. Et moi j'ai mon jard, dit Nigel en lançant un regard mauvais à Rincevant. Créosote lui tapota le bras. C'est bien ça, fit-il. Tout le monde devrait avoir un animal familier. Oh, alors au cas où vous sauriez, si vous avez des écuries, n'importe quoi, siffla Rincevant. Oh, des centaines, je possède certains des plus meilleurs chevaux du monde. Son front se plissa, à ce qu'on me dit. Oh, vous ne sauriez pas où les trouver par hasard. Pas vraiment, reconnut le sérif. Un jet de magie égaré métamorphosa le mur voisin en meringue à l'arsenic. Je crois qu'on aurait mieux fait de rester dans la fosse aux serpents, conclut Rincevant qui leur tourna le dos. Créosote lança un autre regard désolé à sa bouteille de vin vide. « Je sais où trouver un tapis volant, dit-il. « Non, fit Rincevant qui leva les mains comme pour se protéger. Pas question, ne me... Oh, il était à mon grand-père. »« Un vrai tapis volant ?» demanda Nigel. « Écoutez, s'empressa de protester Rincevant. J'ai déjà le vertige rien qu'en entendant parler de votre grand-père. » «
Oh, parfaitement. Le sérif lâcha un rot discret, authentique. Très joli motif. Il loucha de nouveau sur la bouteille et soupira. Il était un beau bleu, ajouta-t-il. Et vous ne sauriez pas où il est, par hasard ? Fit lentement Conina à la façon d'un chasseur qui s'approche tout doucement d'un animal sauvage, susceptible de prendre peur à tout instant. Dans la salle du trésor, je sais comment y aller. Là-bas, je suis extrêmement riche, vous savez. Enfin, à ce qu'on me dit. Il baissa la voix, tenta de décrocher un clin d'œil à Conina et finit par y arriver des 2 yeux. « On s'assierait sur le tapis ?» dit-il en se mettant à transpirer, « et vous me raconteriez une histoire. » Rincevent essaya de crier à travers des dents serrées. Il commençait déjà à suer des chevilles. « Je ne vais pas monter sur un tapis volant !» siffla-t-il. « J'ai peur du sol. » « Vous voulez dire de l'altitude ?» le reprit Conina. « Et arrêtez de faire l'idiot. »« Je sais ce que je dis, c'est le sol qui tue. »